En 1979, à Vaux-en-Velin, éclatent les premières émeutes urbaines suite à l'arrestation d'un voleur de voiture. Le 27 octobre 2005, deux adolescents, Zied et Bouna, trouvent la mort électrocutés dans un transformateur EDF, déclenchant 3 semaines d'émeutes. En juin 2023, Naël est tué par un policier lors d'un refus présumé d'obtempérer, provoquant une semaine d'émeutes. Dans chacune de ces situations, en plus du lien avec la police, la pauvreté et le chômage ont été pointés du doigt comme l'une des causes de ces violences, avec la mixité sociale émergeant comme l'une des réponses potentielles. Depuis 1990, il y a un consensus politique autour des bienfaits de la mixité sociale. En fait, c'est tellement accepté que personne ne remet vraiment ça en question, ou du moins pas directement. Elle répond à une vraie problématique, la spécialisation sociale toujours plus grande des territoires français. Au sein des agglomérations, certaines communes, voire des quartiers, concentrent des populations très pauvres et d'autres des populations très riches. Par exemple, en Île-de-France, l'écart de niveau de vie entre les départements est énorme. Le revenu moyen est 2 fois plus élevé dans les Hauts-de-Seine qu'en Seine-Saint-Denis. Cette ségrégation socio-spatiale aurait pour conséquence de reproduire les inégalités, la pauvreté et les parcours de vie. Cette fracture entre les populations serait à la source de nombreux communautarismes, car les populations immigrées se concentrent à certains endroits, mettant soi-disant en péril l'unité de la nation. Ces groupes ne se croisent pas, vivent dans un même pays mais séparés. Certains accumulent les difficultés, quand d'autres accumulent de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Qu'est-ce que la mixité sociale? La mixité sociale est vue comme une distribution uniforme de la population sur l'ensemble de son territoire. Cependant, ce n'est pas quelque chose qui se produit naturellement. En réalité, les gens qui se ressemblent ont tendance à se regrouper entre eux et cela crée souvent des quartiers où tout le monde est plutôt similaire. Cet effet est renforcé par la mécanique des prix du logement qui exclut les populations pauvres lorsqu'ils sont trop élevés. En réalité, la notion de mixité sociale est assez vague. C'est assez difficile de dire exactement ce qu'elle signifie et à partir de quel moment on peut dire qu'elle est réalisée. De plus, son contenu peut évoluer en fonction de la vision politique de chacun. La mixité sociale dépend donc de plusieurs facteurs. Les critères utilisés pour la définir, qu'ils soient socio-économiques ou ethno-raciaux, de l'échelle territoriale concernée, que ce soit au niveau de la commune, du quartier ou bien du bâtiment. En France, le critère principal pour évaluer la mixité sociale est celui du logement social. On considère que le logement social, grâce à ses loyers peu élevés, est un levier pour favoriser la mixité sociale. Son absence est accusée d'entretenir la reproduction sociale car les populations les plus riches se réservent les quartiers les plus agréables, offrant le plus d'opportunités pour réussir dans la vie. En revanche, les ménages pauvres sont souvent concentrés dans des quartiers défavorisés où règne l'insécurité et le chômage, où il est difficile d'y accéder en transport en commun, avec souvent peu d'espaces verts, beaucoup de pollution. Cette concentration accentue les effets négatifs de la pauvreté, comme l'accès à l'emploi, les résultats scolaires ou les comportements jugés comme déviants. On parle alors de la théorie de la contagion sociale. Initialement, le débat public portait surtout sur l'absence de mixité sociale dans les quartiers populaires, plus souvent appelés grands ensembles. La question de la mixité sociale dans les quartiers populaires masque souvent une inquiétude concernant la spécialisation ethnique de ces zones. En effet, la présence de populations immigrées y est souvent importante parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de pouvoir se loger ailleurs. Ce regroupement communautaire est parfois perçu comme une menace pour les valeurs républicaines. Pourtant, la spécialisation sociale est plus marquée dans les quartiers riches. En l'absence de logement social, il est plus facile pour un riche d'habiter dans un quartier pauvre que l'inverse. Les processus de gentrification observés dans les centres-villes des grandes métropoles, où les populations plus riches remplacent les populations plus pauvres, est un exemple flagrant de ce phénomène. Quelle efficacité des politiques de mixité sociale? En France, 2 grandes politiques publiques de mixité sociale ont été mises en place.
La première, c'est la rénovation urbaine des quartiers populaires. La seconde, c'est l'instauration d'un taux minimum de logements sociaux par commune, plus communément appelé taux SRU, comme le nom de la loi qui l'a créé. La première consiste à mettre plus de riches chez les pauvres et la seconde, plus de pauvres chez les riches. À partir des années 1980, des mesures ont été prises pour rénover et améliorer les quartiers défavorisés construits pendant les Trente Glorieuses et éviter la concentration de la pauvreté en attirant des populations plus aisées. Une étape importante dans ce processus a été franchie en 2004 avec la création de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU. Lancé par Jacques Chirac et Jean-Louis Borloo, l'objectif de l'ANRU est de détruire massivement des logements sociaux dans les quartiers défavorisés pour les reconstruire ailleurs. En parallèle, des logements dits normaux ont été construits dans ces zones pour essayer d'attirer d'autres catégories de population. Au cours des 20 dernières années, 48 milliards d'euros ont été investis dans 600 quartiers grâce à ce programme. Rien qu'entre 2014 et 2020, 160 000 logements ont été démolis, 48 000 logements ont été rénovés et 142 000 logements sociaux ont été construits, dont 43% en dehors de ces quartiers. De plus, 79 000 logements de diversification ont été ajoutés pour attirer de nouveaux habitants. Quel est le bilan de la rénovation urbaine en matière de mixité sociale? Malheureusement, il est plutôt mitigé. On constate une légère augmentation, une stagnation du pourcentage de ménages pauvres dans ces quartiers. C'est seulement dans les quartiers où il y a eu des destructions massives de logements sociaux qu'on observe une baisse de la pauvreté d'environ 5%. Cette baisse peut s'expliquer par le fait qu'il y a beaucoup moins de logements sociaux disponibles, donc les populations pauvres ont moins tendance à venir dans ces quartiers. Mais cela a nécessité des investissements financiers massifs, un délai aussi qui est assez important parce qu'il faut pouvoir reloger les personnes dont on détruit le logement et puis il y a parfois des résistances, ce qui peut rendre les projets plus complexes. Bref, beaucoup d'efforts pour des résultats pas très significatifs. En plus, même dans ces quartiers où on a fortement détruit des logements sociaux, il n'y a pas eu véritablement un apport massif de populations riches dans ces endroits. C'est plutôt des classes moyennes qui sont venues s'installer, ce qui a conduit certains à remettre en cause la véritable mixité sociale obtenue. Cependant, la rénovation urbaine a amélioré significativement le cadre de vie des habitants de ces quartiers en y intégrant davantage de services publics et en améliorant l'espace public. Bien que cela n'ait pas entraîné un changement radical de population, cela a eu au moins ses aspects bénéfiques. Cependant, ces interventions n'ont concerné que 600 quartiers. Combien d'autres quartiers ont besoin d'aide et ont connu une détérioration ? Un effet indésirable de cette rénovation urbaine, c'est le déplacement de populations pauvres vers d'autres quartiers qui n'ont pas bénéficié de l'ANRU. L'autre politique de mixité sociale décidée par l'État au début des années 2000 est l'instauration d'un taux minimum de logements sociaux pour les communes de plus de 3500 habitants, plus connu sous le nom de taux SRU. Initialement fixé à 20%, il a été étendu jusqu'à 25%. Les communes qui ne respectent pas ce taux doivent mettre en place un plan de rattrapage pour construire des logements sociaux et atteindre les 20 ou 25% dans les prochaines années. Le bilan de ces mesures est malheureusement décevant. Sur la période 2020-2022, sur les 1031 communes concernées, 659 n'ont pas atteint leur objectif de construction de logements sociaux sur cette période. Cela représente 64% des communes alors qu'elles n'étaient que 47% auparavant, ce qui n'était déjà pas très glorieux. Malgré les sanctions prévues par l'État qui se sont renforcées au fil des années, les communes font tout pour éviter de construire des logements sociaux, quitte à payer des amendes très importante. Lorsque des logements sociaux sont effectivement construits, ils ont tendance à se situer dans les endroits les moins attractifs ou là où il y en avait déjà, laissant certains quartiers dépourvus de ce type d'habitation. Les maires veillent souvent à loger en priorité les habitants de leur commune, alors que ce n'est pas forcément ceux qui en ont le plus besoin. Les politiques de mixité sociale sont-elles en danger? Ce qui est sûr, c'est que ces actions sont aujourd'hui de plus en plus attaquées. Après 20 ans, il n'est pas certain que la rénovation urbaine continue encore longtemps. Le président de la République semble privilégier l'ordre, l'ordre, l'ordre. Et a annoncé la fin de la politique du chèque alors que les besoins sont toujours énormes sur le terrain.
Un rapport sur l'avenir de l'ANRU est attendu pour le mois de juin, ce qui laisse planer le doute sur l'avenir de ce programme. De l'autre côté, le taux minimal de logements sociaux est souvent la cible d'attaque. La dernière en date est celle de Gabriel Attal qui a proposé d'inclure dans ce pourcentage des logements intermédiaires dédiés aux classes moyennes. Est-ce que la ségrégation sociale est si grave ? Rares sont les politiques de mixité sociale à avoir complètement réussi. Dans les quartiers populaires, elles se sont parfois construites contre les habitants qui ne perçoivent pas forcément être l'objet d'une ségrégation. Il ne faut pas confondre ségrégation spatiale et spécialisation sociale. Comme le dit Renaud Epstein, au lieu de rechercher la dispersion des populations dans l'espace urbain, parfois contre leur gré, ne faudrait-il pas mieux accepter leur regroupement tout en améliorant la qualité des services et du cadre de vie? La déségrégation a un coût social et financier. Social, car les quartiers populaires sont souvent un lieu de solidarité pour que les populations pauvres s'entraident à régler leurs problèmes. Ils sont une importante étape dans l'intégration des populations immigrées. La mixité risque ainsi de vider ces quartiers des familles les plus dynamiques et de renforcer les difficultés. À ce titre, ces quartiers seraient plutôt à valoriser qu'à détruire. Il ne faut pas faire de la mobilité forcée au risque qu'elle soit contre-productive. La rencontre entre les populations des quartiers mixtes est éphémère. Ce n'est pas parce qu'on habite sur le même palier que l'on va entamer des relations avec son voisin et réduire la reproduction sociale. Le coût est également financier. La construction de logements coûte beaucoup plus cher dans les villes riches et les populations pauvres devront supporter des loyers qui sont plus élevés ainsi qu'un coût de la vie locale également plus important. Finalement, des micro-ségrégations au sein de la ville peuvent se créer, conduisant parfois à un retour en arrière dans les quartiers d'origine. Ne serait-il pas préférable de redistribuer les ressources plutôt que les populations ? Les quartiers populaires continuent de faire la une des débats et les polémiques médiatiques, mais restent souvent en marge quand on regarde la redistribution des budgets de l'État. Il y a souvent un écart entre les discours politiques et la réalité des actions. La rénovation urbaine représente des sommes considérables, mais peut être considérée comme un effort en trompe-œil. La majeure partie des financements proviennent des contribuables locaux, communes et agglomérations, des salariés via Action Logement, des locataires via les bailleurs sociaux, bien plus que l'État et la solidarité nationale. Les réformes successives de l'assurance chômage, du revenu de solidarité active et bientôt de l'allocation de solidarité spécifique pour les chômeurs en fin de droit risquent de dégrader la situation économique des habitants des quartiers populaires qui sont les premiers concernés par ces aides. Je ne dis pas qu'il faut complètement arrêter avec les logiques de mixité sociale. Toutefois, il ne faut pas agir avec des œillères. Cette mobilité ne doit pas être forcée. Nous devons surtout renforcer la mixité sociale dans les ghettos de riches. La bonne voie se situe probablement dans un mélange entre redistribution des ressources et des populations. La mixité doit être un moyen parmi d'autres pour réduire les inégalités et la pauvreté et pas l'unique solution. De plus, la promotion de la mixité sociale devrait s'appliquer à bien d'autres domaines que celui du logement. Une approche intégrée est nécessaire en prenant en compte les commerces, les équipements, l'insécurité et les transports. La mixité scolaire est particulièrement cruciale car elle joue un rôle majeur dans la reproduction sociale. Les écoles publiques accueillent actuellement 42% d'élèves défavorisés contre seulement 18% dans le privé. Cet écart s'est d'ailleurs accru de 10 points au cours des 30 dernières années. Il est essentiel de fixer des objectifs contraignants à l'enseignement privé. La ségrégation spatiale reflète ainsi les inégalités et la discrimination qui prennent racine à l'école se poursuivent dans le monde du travail, ce qui impacte les revenus et donc l'accès au logement. Merci à toutes et toutes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à écrire vos questions dans les commentaires et surtout à partager la vidéo. Cela permettra de mettre en avant la chaîne et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde qui puisse voir son contenu. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, vous pouvez regarder les anciennes vidéos de la chaîne qui se trouvent un peu par là, au-dessus de moi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!